le ministre de la Justice aussi a décidé de prendre une injonction contre le Premier ministre. De contre-attaquer. Oui. D'accord. D'accord. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Le ministre de la Justice a aussi décidé de contre-attaquer à travers un acte. Oui, il a pris une injonction, il a instruit une injonction à son procureur d'attaquer le Premier ministre pour immixtion justement pour entrave à la justice. Exactement. Mais il avait pris le soin d'appeler à la présidence et informer effectivement. 3, 2, 1. Merci, aimables auditeurs. Vous êtes dans la deuxième partie de cette émission. Ça va comprendre sur Africa Midi. Je rappelle, nous sommes en direct sur africamidi.com. Notre invité de cette deuxième partie, c'est Mohamed Ali Condé. Il est journaliste à la radio Espace FM du côté de la République de Guinée. Avec lui, nous allons parler de la Guinée. La Guinée où il y a une dissolution du gouvernement guinéen par le CNRD. La Guinée aussi où il y a eu la condamnation du journaliste, du responsable syndical, Sékou Djamal Pendessa. La Guinée où aussi également, le lundi prochain, il y a un mot d'ordre de grève qui est lancé par les syndicats. Mohamed Ali Condé, si vous m'entendez, bonsoir et bienvenue sur Africa Midi. Bonsoir, merci de l'invitation. Bonsoir à tous qui nous écoutent en ce moment. C'est un plaisir. En Guinée, le chef de la junte, le CNRD, a dissous tout le gouvernement il y a quelques jours. Étant un journaliste, qu'est-ce qui pourrait expliquer une telle dissolution? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Les réponses ne sont pas précises. Il y a plus de spéculation que de véritables informations, puisque le gouvernement, plutôt le chef de l'exécutif, a décidé de ne pas communiquer dessus. Ce qu'on sait, c'est ce qui s'est passé. En réalité, on sait qu'au sein du gouvernement, il y avait des membres qui ne se comprenaient pas, notamment le ministre de la Justice et le Premier ministre. On sait que dans la journée de la dissolution, des événements ont accéléré l'acte de dissolution. On sait que selon ce qui a été expliqué, ce qui nous a été rapporté, c'est que le Premier ministre, souvenez-vous, avait adressé un courrier au ministre de la Justice lui demandant des comptes sur les injonctions qu'il a eu à émettre contre notamment les maires, mais surtout les DAF. Souvenez-vous que le ministre avait émis des injonctions contre les responsables administratifs et financiers de tous les départements ministériels, ce qui incriminait l'ensemble des membres du gouvernement, donc lancer une suspicion sur les membres du gouvernement de corruption. Bon, le suspecté de corruption, puisque leur chargé des affaires financières était justement sous injonction, ne pouvant pas quitter le pays. Ils avaient donc interdiction de quitter le pays. Souvenez-vous qu'il y a eu cette rencontre du côté de Dubaï où la Guinée devrait exposer. Le Premier ministre devrait présider cette rencontre du côté de Dubaï, et ainsi il avait besoin de certains de ces responsables administratifs et financiers qui malheureusement ne pouvaient pas sortir du pays parce que pèse contre eux cette injonction du ministre. Le Premier ministre donc a été demandé des comptes à son ministre de la Justice dans un document où il a souhaité que celui-ci ne prenne pas une décision d'incrimination et surtout d'interdiction de sortie du pays contre des administrateurs sans que le gouvernement ne soit au courant, mais surtout sans que ça ne fasse objet d'examination en conseil interministériel. Ce qui a été rigoureusement répondu par le ministre de la Justice qui, grosso modo, expliquait qu'il n'avait pas besoin d'informer le conseil interministériel et d'ailleurs qu'il n'avait pas besoin du ministre et ainsi il n'obéirait pas à la demande du Premier ministre d'arrêter les injonctions contre justement ces départements, ces directeurs administratifs et financiers. Le Premier ministre, n'étant pas content, a quand même réussi, selon ce qu'on nous explique, à travers la présidence, a réussi à obtenir des documents de voyage pour certains responsables administratifs et financiers,
dont il avait besoin. Mais une fois cette exposition terminée du côté de Dubaï, on nous apprend que le Premier ministre était entré très furieux et il avait décidé dans la journée du 16-17, si je ne raconte pas de bêtises, de suspendre son ministre de la Justice pour insubordination. Ce qui s'est passé, ce qu'on nous explique, c'est qu'il a voulu notifier, après avoir trouvé le numéro au niveau du secrétariat général du gouvernement, il a voulu notifier lui-même l'acte au ministre de la Justice. Sauf que le secrétaire général du gouvernement l'avait fait déjà. Il avait informé le ministre de la Justice de cet acte du Premier ministre, le suspendant. Et ce qu'on nous apprend, c'est que c'est sur le champ, en résumé, le ministre de la Justice aussi a décidé de prendre une injonction contre le Premier ministre. De contre-attaquer. Oui. D'accord. D'accord. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Le ministre de la Justice a aussi décidé de contre-attaquer à travers un acte. Oui, il a pris une injonction, il a instruit une injonction à son procureur d'attaquer le Premier ministre pour immixtion justement pour entrave à la justice. Exactement. Mais il avait pris le soin d'appeler à la présidence et informer effectivement de cet acte qu'il allait prendre. Bon, de cris par-ci et par-là, ils ont tous été appelés à la présidence, dans un premier temps par le général Amara, qui tentait de comprendre ce qui se passait avec les deux membres du gouvernement. Donc, ce qu'on nous apprend, c'est que tout ne s'est pas bien passé. Et au départ, c'était un remaniement qui était en vue, et ça, on le disait depuis. Mais finalement, le président a décidé de dissoudre le gouvernement. Sur cette base, si nous nous fions à ces informations, on dira tout simplement que c'est l'indiscipline du ministre de la Justice face à son Premier ministre qui a occasionné la destitution de tous les membres du gouvernement. Sauf que quand on voit la forme et quand on sait ce qui se passe depuis un certain temps, on est amené à douter de ce simple fait qui aurait permis la destitution du gouvernement. Parce que souvenez-vous que les mesures conservatoires sont encore plus rigoureuses après la destitution. Tous les ministres, d'abord, sont interdits de voyager parce que leurs documents de voyage sont confisqués. Il y a des tampons sur les bureaux, donc ils ne peuvent plus y accéder. On sait effectivement aussi qu'ils doivent transmettre les cachets, etc., à leurs intérimaires qui sont les secrétaires généraux. Mais on sait aussi que les comptes de ces désormais anciens ministres sont gelés, ce qui nous amène à dire que la frustration ou plutôt la motivation de la destitution du gouvernement va au-delà de ce qu'on essaie justement de nous expliquer. D'accord. Cependant, il y a beaucoup plus de théories et d'hypothèses qu'on amènerait, mais rien d'officiel parce que les autorités ont décidé de ne pas communiquer dessus. D'accord. Le problème semble plus profond que l'imbroglio entre le Premier ministre et le ministre de la Justice. À quoi s'attendre, Mohamed Ali, concrètement dans les jours à venir? Est-ce que ce serait un nouveau cap au niveau du gouvernement? Est-ce que ce serait d'autres ministres qui vont être reconduits? Concrètement, qu'est-ce qui pourrait se passer? À ce niveau aussi, ça ne sera que pure spéculation parce qu'il n'y a pas de communication officielle. En fait, la destitution du gouvernement devrait être suivie d'une déclaration d'orientation du président. Mais vous avez vu qu'après la destitution, on a juste entendu une déclaration du ministre secrétaire général à la présidence, à la personne du général Amara, qui, effectivement, après avoir annoncé les mesures, a évoqué, plutôt à demander au secrétaire, plutôt à réunir, si vous permettez, donc à réunir les intérimaires, les secrétaires généraux, les a mis dans des commissions de travail, a-t-il annoncé effectivement, pour reprendre la main. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, on ne peut pas être assez précis là-dessus, mais ce qu'on apprend comme information, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement plutôt le régime est sous pression, le CNRD est sous pression, les militaires sont sous pression, ils sont obligés de faire des ouvertures parce que, aujourd'hui, il est impossible d'organiser des élections à la fin de cette année 2024. Et pourtant, c'était la promesse, c'était le délai de tolérance, si on peut dire ça comme ça, c'était la marge qu'on leur accordait justement c'était la marge qu'on pouvait leur accorder selon eux-mêmes et par la CEDEAO et
guinéenne, c'était d'organiser donc ces élections à la fin de l'année, mais ils savent qu'aujourd'hui, ça devient impossible et au-delà de ce délai, il peut y avoir plus de difficultés à conduire la transition s'il n'y a pas une ouverture. Donc aujourd'hui, tout ce qui est en vue, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une ouverture vers notamment l'opposition. Certains parlent des membres de l'ANAD qui seraient prêts à participer à un gouvernement. Il y en a même qui vont dire, qui vont jusqu'à dire que la primature et le ministère de l'administration du territoire pourraient être cédés à des membres de l'opposition pour qu'ils puissent constater eux-mêmes à la fin qu'on ne peut pas tenir ces élections. En fait, on a envie de légitimer le glissement par les opposants, par ceux qui pourraient s'opposer à ces glissements-là. On a envie de faire constater ces glissements par ceux-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je Oui, effectivement. Autrement dit, c'est du râle politique en fait. Aujourd'hui, il faut faire une ouverture vers ceux qui sont opposés afin qu'il y ait entre et qu'eux-mêmes constatent effectivement l'impossibilité d'organiser des élections. Est-ce que les membres de l'ANAD, l'opposition, globalement est d'accord pour une telle thèse? Est-ce qu'ils seraient prêts justement à rejoindre ce gouvernement d'union nationale? Parce qu'il faut rappeler quand même que selon la charte aussi, du moment où on s'engage dans ce gouvernement, on ne devrait plus se présenter lors des prochaines élections. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quand vous écoutez les différents discours, ça diffère, parce qu'aujourd'hui, on considère comme opposants les partis politiques, donc y compris le RPG arc-en-ciel, mais lorsque le RPG a fait une déclaration où il a annoncé effectivement qu'il n'est pas intéressé par quelconque gouvernement d'union nationale ou de mission, quoi que cela soit, le RPG ne semble pas être intéressé. C'est ce qu'ils ont dit. Et ce qui les intéresse, c'est la fin de la transition le plus tôt que possible. Sauf qu'au niveau de l'ANAD notamment, les discours diffèrent. La dernière fois, on a interrogé M. Diao, qui est de l'ANAD, qui ne serait pas contre un glissement. Donc, de ce côté, les discours tendent plutôt à aller... vont plutôt dans le sens de, oui, si on constate et qu'on est d'accord avec le CNRD de la marche à suivre, on pourrait bien participer à un gouvernement et finir la transition ensemble. Donc, de ce côté, les uns et les autres ne sont pas contre, mais ça reste que c'est une hypothèse. Rien de vérifié encore parce qu'il n'y a pas de déclaration officielle. Donc, c'est difficile d'être assez précis sur ce type d'information. De l'autre côté, on dit souvent que c'était juste de l'heure. On veut faire de la diversion. Il y a des ministres qui ne peuvent pas être changés au niveau du gouvernement, donc ils vont forcément revenir. Il y en a même qui parlent de ministres membres du CNRD, effectivement. Vous connaissez le ministre de l'administration du territoire, par exemple, M. Morikonde, dont on dit souvent membre civil du CNRD. Donc, on pense qu'il y a quand même des ministres qui ne peuvent pas être destitués de cette manière-là. Donc, c'est juste une diversion parce que les syndicalistes ont menacé d'aller en grève. Parce que toutes les corporations aujourd'hui se braquent au fur et à mesure contre le régime. Et quand tout cela qui forme un cocktail Molotov pourrait bien exploser, et quand ça arrivera, le CNRD aura du mal à gérer la situation. J'imagine bien. Donc, il faut faire une diversion pour attirer l'attention des uns et des autres ailleurs. Même la libération de l'Internet ces jours-ci a tendance à aller dans ce sens selon certaines explications. C'était juste de la diversion pour pouvoir réorienter l'attention des uns et des autres sur des faits qui en réalité n'ont rien à voir avec ce dont on doit s'occuper. Ce dont on doit s'occuper aujourd'hui, c'est la fin de la transition et les militaires ne veulent pas qu'on en parle. D'accord. Alors tout à l'heure, vous parliez justement du mot d'ordre de grève des syndicats qui est prévu une manifestation, une grève plutôt, j'allais dire, qui est prévue à partir de ce lundi. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela pour mes auditeurs? Et puis, je rappelle, entre parenthèses aussi, à l'endroit de mes auditeurs, vous avez parlé du RPG, il s'agit du parti du régime de Alpha Condé, donc le président déchu par les militaires de Conakry. Monsieur Condé, dites-moi, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette grève illimitée lancée le lundi prochain? 5 points sur la plateforme de revendication. Premièrement, il demande
les syndicalistes donc demandent la libération d'un des leurs, à la personne de Sékou Djamal Pendessa, qui, en plus d'être syndicaliste, est journaliste. Il est le secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle de Guinée. Il avait appelé, souvenez-vous, il y a un mois, à une manifestation contre la restriction imposée sur les médias, imposée aux médias. Si on peut ouvrir aussi la parenthèse, il y a des sites internet qui n'étaient plus accessibles sauf par VPN. Il y a des télévisions qui ont été décrochées de chez les diffuseurs. Il y a des émissions aujourd'hui et surtout des médias et des médias qui aujourd'hui ont été obligés de cesser de mettre tout simplement, donc de mettre les employés en congé technique. Donc, il avait appelé à manifester et surtout à protester contre cet état de fait. Il a été arrêté de façon, selon les syndicats, de façon illégale et donc il doit être libéré sans aucun jugement. Malheureusement, il a été jugé ce 23, donc hier, et condamné à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis. Les syndicalistes donc réclament qu'il soit libéré sans condition. Et ils disent d'ailleurs que c'est un jugement qui ne devrait pas avoir lieu. Ça, c'est le premier point de revendication. C'est-à-dire que ce point-là est un préalable. Ce n'est même pas un point devant figurer, devant faire objet de négociation. C'était le préalable pour qu'on discute des 4 autres points inscrits sur la plateforme. Le deuxième point, c'est la diminution, si vous voulez, du coût des denrées de première nécessité. Récemment, vous constaterez que le prix de certains denrées, notamment le riz qui est énormément consommé, le riz importé, il faut être précis là-dessus, le riz, l'huile, le sucre, etc. Ces produits ont connu une augmentation, une augmentation qu'on peut appeler consensuelle, puisque les importateurs et le gouvernement se sont mis d'accord pour augmenter le prix de ces denrées-là. Ce que certains n'ont pas compris, généralement quand le gouvernement invite les importateurs, c'est pour diminuer le coût, mais cette fois-ci, c'est pour augmenter le prix, donc ils protestent contre cela. Ils veulent que le coût de ces denrées-là soit effectivement diminué. Ils veulent également que les 2 accords qu'ils ont signés avec le gouvernement soient appliqués, notamment à l'endroit des enseignants contractuels qui demandent leur engagement. Ces enseignants contractuels-là, si on peut ouvrir une parenthèse, constituent aujourd'hui 70%, selon les chiffres, constituent 70% du corps enseignant en République de Guinée. Mais ils ne sont pas engagés à la fonction publique. Depuis 2018, ces enseignants contractuels demandent leur intégration à la fonction publique. Le gouvernement leur avait fait des promesses. Au mois de décembre dernier, ils devraient être intégrés à la fonction publique selon l'accord qu'ils ont signé avec le gouvernement, ce qui n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, les syndicalistes exigent que ces enseignants-là soient intégrés à la fonction publique. Et 5e et dernier point de revendication, qui est venu se greffer aux 4 autres, c'est effectivement la restriction qui devrait être levée sur l'Internet, parce qu'ils estiment, sur les médias et l'Internet, parce qu'ils estiment que ce sont des syndiqués qui perdent leur emploi. Le rôle du syndicat aussi, c'est de défendre le travailleur et son emploi. Aujourd'hui, des médias ont fermé. Donc, ce sont des travailleurs qui ont perdu leur statut de travailleur parce qu'ils ne sont plus employés. Et ce sont des emplois qui sont perdus parce que l'entreprise n'arrive plus à fonctionner. Donc, du coup, ils se sentent investis de la responsabilité de défendre justement l'emploi et l'employeur. Et donc, ils demandent que la restriction soit levée sur les médias et sur Internet. Voilà pourquoi les syndicalistes décident que, après avoir déposé un préavis de grève de 10 jours qui a démarré le 7, qui a expiré le 17 dernier, ils ont déposé un avis de grève la semaine dernière, l'avis de grève qui est le jeudi dernier. Cet avis de grève entre en vigueur à partir du lundi prochain. La grève est générale et illimitée. Toutes les corporations, notamment le secteur privé, le secteur public et les secteurs mixtes, tous sont invités à cesser le travail à partir du lundi. À partir du lundi, d'accord. Ma dernière question, Mohamed Ali Condé, est-ce qu'il y a des négociations qui sont déjà entamées par les autorités guinéennes, même si actuellement il n'y a pas de gouvernement, mais il y a quand même les secteurs généraux qui sont en train de prendre le relais pour gérer les affaires courantes, même si le préalable posé par les syndicats n'a pas été respecté, est-ce qu'il y a quand même des actions de négociation en cours?
officiellement, il n'y a pas encore de négociations engagées avec les syndicalistes. Lorsque les syndicats avaient déposé le préavis de grève, le gouvernement, à l'époque, à travers le ministre de la fonction publique, avait demandé aux syndicalistes d'accepter d'aller siéger, d'aller discuter au niveau d'une institution qu'on appelle le Conseil national du dialogue social. Les syndicalistes ont accepté de venir là pour discuter de ces problèmes. Malheureusement, la libération de Sékou Djamal Pendessa, le journaliste incarcéré, a été le premier point discuté. Sauf qu'à partir de là, les syndicalistes ont transformé ce premier point de revendication en impréalable pour, c'est-à-dire une ouverture sur les autres points de discussion. Donc, les syndicalistes ont exigé que Sékou Djamal Pendessa soit libéré pour qu'on discute de quelques points que cela soit. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, du coup, ils se sont quittés à queue de poisson. Et depuis lors, il n'y a pas officiellement de négociations engagées. C'est le bras de fer qui est en marche. Donc, à partir de lundi, la grève va entrer en vigueur et on espère qu'il y aura une négociation, peut-être en amont, mais surtout après le déclenchement de la grève. Parce qu'aujourd'hui, et les populations et beaucoup d'observateurs pensent que c'est une grève, en fait, de par son organisation, de par sa préparation, jamais une grève n'a été, jamais les syndicalistes ne se sont mis ensemble à cet niveau et n'ont décidé d'aller en grève, n'ont été aussi, jamais ils ne se sont mis ensemble pour décider en commun d'aller avec détermination à cette grève et la faire aboutir. D'accord. Merci Mohamed Ali Condé d'avoir accepté cette invitation et puis de nous avoir éclairé sur la situation de la Guinée. C'est un devoir. Très bonne soirée à vous et à vos auditeurs. Bonne soirée. Et ma garde l'écoute. On attend l'invité suivant.